j'ai un mec qui m'avait dit que j'avais pas suffisamment une tête de salope parce que j'avais pas la bouche assez pulpeuse. Ah bon? Rosa, Pauline, tu es dans Donne-moi tout. Ceux qui te connaissent pas, on va quand même leur parler de ta carrière. Ils existent. Alors, il y a actrice, il y a humoriste, parce que tu commences en tant qu'actrice. T'es repérée par John Malkovich. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de dingue? Ben oui, en fait, c'est ça. Au départ, j'étais comédienne. J'ai commencé le théâtre enfant. Ensuite, j'ai fait des écoles de théâtre. J'ai fait la classe libre du cours Florent. Et en sortant, j'ai eu l'occasion d'être prise dans une audition. John Malkovich montait les Liaisons dangereuses à Paris et il cherchait des jeunes comédiens pour incarner les acteurs principaux. Et j'ai été prise pour jouer Cécile de Volanges. Et donc, c'est comme ça que j'ai joué au théâtre de l'Atelier. Et c'était extraordinaire. J'ai énormément appris. Et en effet, le début de ma carrière, au début de la vingtaine, c'est surtout actrice de théâtre. Ouais. Avec John Malkovich, mais aussi avec Peter Stein. J'avais joué au théâtre de l'Odéon, dans un Labiche. Avec Georges Lavaudan, on avait joué à la Cartoucherie, au Bouffe du Nord. Et donc, en effet, ça a été l'une de mes premières casquettes. Ouais, voilà. Après, donc, actrice, humoriste, chroniqueuse chez France Inter, évidemment. Tous les mardis, dans Zoom Zoom Zen, tout à fait. Comment t'arrives à gérer tout ça, autant ton métier d'actrice que d'avoir une chronique une fois par semaine? Parce qu'il faut le dire, on en avait parlé toutes les deux, une chronique à préparer, c'est un travail énorme. Ouais. Et très mal payé, Rosa. C'est vrai. En fait, si on peut dire, parce qu'ici on dit la vérité, c'est ça, donne-moi tout. France Inter, c'est un méga tremplin aussi pour remplir vos salles. Oui. Donc c'est pour ça que vous acceptez. Oui. Et parce que c'est un kiff aussi. Et parce que c'est un kiff, et parce que c'est honorifique, parce que c'est écouté, parce que voilà, ça reste une chance d'avoir cette plateforme d'expression, parce que c'est un super exercice de semaine en semaine, en plus dans Zoom Zoom Zen, d'avoir des thèmes imposés. Ouais. Donc ça permet de se cultiver, de se renseigner, de rencontrer des invités extraordinaires et de sortir peut-être du billet d'humeur sur nos vies où on peut parfois être un peu en boucle en fait dans nos vies d'humoristes. Là, le thème, ça permet d'avoir toute une doc et de se dire ok. Qu'est-ce que c'est que le techno-féodalisme? Voilà, mon sujet de c'est ton demain. Sujet Ouais. Techno-féodalisme. Ouais. Et c'est quoi, alors? C'est le fait qu'on n'est plus dans une ère capitaliste, mais dans le fait où la tech et les technologies, on nous asservissent, et donc on revient dans une période quasi du Moyen-Âge. C'est hyper intéressant. Hyper intéressant. On va trouver des blagues là-dessus. Tu mets combien de temps à l'écrire? Aïe. À un moment, je comptais environ 3 jours en tout. En fait, entre le temps de lire la doc, de me renseigner sur le sujet, de faire une première version, puis ensuite de mettre les blagues. J'ai essayé de réduire ça en 2 jours. Voilà, j'ai essayé de réduire en tout 2 jours, sur le moment où je vais lire toute la documentation, me renseigner à fond sur le sujet, trouver l'angle, faire une première version, puis rajouter les punchs. Ouais, ok. C'est beaucoup de travail. En parallèle de ça, nouveau spectacle qui arrive. C'est ça. Donc moi, j'ai eu la chance de le voir. Donc, je suis trop contente. Franchement, Rosa, bravo. Merci, en fait, je sens que toi, t'es un animal qui a besoin de temps, mais quand t'arrives, quoi. T'es pas là pour rigoler. Enfin, justement, si t'es là pour rigoler. Donc, il s'appelle Dédoublé. En gros, dans ce spectacle, tu montres à quel point t'es humaine, c'est-à-dire que t'es une mauvaise gauchiste, mais t'es une gauchiste, t'es une mauvaise écolo, mais t'essayes de le faire, et t'es aussi une mauvaise féministe, mais tu fais tout pour l'être. Tu traînes avec des féministes, mais tu te rends compte que sur certains points, tu l'es pas complètement. Et surtout, Rosa, dans ce spectacle, on l'a découvert un peu sur Instagram, parce que finalement, t'es aussi une créatrice de contenu. T'es amoureuse, t'es en couple. Oui, en couple et amoureuse. Oui, c'est vraiment ma joie. C'est-à-dire que mon sujet, comme tu l'as bien décrit, c'est vrai que c'est l'intime, que dans Dédoublé, il y a la question du double, et que voilà, dans mon précédent spectacle, c'était un peu la difficulté du célibat, des rencontres sur les applis. Dans ce nouveau spectacle, j'en sors. Je me dis qu'est-ce que peut être la rencontre dans la vie. Donc il y a la continuation de la quête jusqu'à la trouvaille, sans trop spoiler. Ni spolier mon spectacle de son contenu. Non. Mais c'est vrai que j'ai enfin trouvé un mec et j'adore j'ai enfin. Mais je suis heureuse d'avoir patienté en fait. Ce spectacle, c'est une ode à la patience parce que moi, ça me paraissait long et infini, ces galères, ces rencontres. Mais tu sentais qu'il fallait absolument que tu trouves quelqu'un pour être heureuse? Non, pas du tout. En fait, tout ce que j'ai construit, je l'ai bâti seule. Genre, cette période de célibat, elle a forgé mon identité et ma carrière. Mais
je pense que j'avais aussi beaucoup d'amour à donner et qu'à un moment, je me sentais seule et que je me disais, mais est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'on se rencontre? Et en fait, j'ai dû vraiment décaler mon prisme. Et c'est pour ça, mauvaise féministe, c'est parce que dans le spectacle, je raconte comment je pense que ma construction a aussi retardé cette rencontre. En fait, au fond, j'étais quand même attirée par les bad boys, par les gars alpha, et qu'il m'a fallu tout un temps et un travail avant d'être prête pour rencontrer mon mec qui est quelqu'un de si doux, quoi. Est-ce que c'est pas ça qu'on appelle aujourd'hui la déconstruction? Si. C'est ça que t'as fait, en fait? Tout à fait. Parce que dans le pestacle, parce que dans le spectacle, tu dis, moi, ce que je voulais absolument pas, c'est un mec qui soit comédien et qui sache pas cuisiner. Oui. Et tu es avec qui? Un comédien qui sait pas cuisiner. Donc la construction... T'as accepté ça, alors? Ça, je l'ai accepté. Non, surtout, je pense que le vrai switch, c'est qu'avant, et d'ailleurs tout au début de mon podcast, j'avais l'impression qu'il fallait à tout prix que j'admire l'autre. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais besoin d'être admirée. Mais oui, que j'avais besoin d'un mec qui me... C'est marrant. Alors ça, est-ce que c'est pas un truc d'éducation? Parce que, par exemple, j'ai énormément de copines qui me disent la même chose que ce que tu viens de dire. Moi, depuis toute petite, comme j'ai un père qui avait énormément d'admiration pour moi, je dis avait parce qu'il est parti, hein, mais qui avait énormément d'admiration pour moi, j'ai jamais eu de mal à ce que les mecs avec qui je suis m'admirent. C'est étonnant. Je pense que mon père et mes parents m'avaient quand même donné un modèle où j'avais le droit d'être libre, d'avoir du plaisir, de m'émanciper. Je pense juste qu'en fait, dans mes rencontres en fait amoureuses, je tombais aussi souvent sur des gars qui avaient l'air terrorisés, qui avaient peur des femmes fortes ou des grandes gueules. Et résultat, j'avais la sensation qu'il fallait que je me diminue, que je me rétrécisse pour le laisser un peu lui dans la lumière. Peut-être que je me sentais pas non plus moi assez aimable. Je me disais il faut que je donne. Je sais pas. En tout cas, il y a eu quelque chose qui s'est décoincé là en arrivant vers 35 ans. L'âge a fait ça? Ou alors il y a eu un chemin aussi psy? Est-ce qu'il y a eu le fait que t'écrives beaucoup, du coup tu te vides quand même constamment? Si, tout. Je pense qu'il y a eu l'âge. Je pense quand même en vieillissant, il y a des choses qui se simplifient. Le parcours psy, évidemment, la remise en question, l'analyse, et tout le mouvement féministe et la déconstruction, et je pense toute la réflexion de notre génération sur le genre, en fait, de pas vouloir, de casser ça. Et aussi de casser ça dans mes attentes. C'est-à-dire qu'au fond, j'avais aussi des attentes et des exigences de virilité que je plaçais chez un mec, que j'ai déplacées. Oui. Et ça... Ce que tu appelles alpha, même t'en parles dans le spectacle, c'est vraiment les gros muscles. Ouais. Le fait d'un mec qui fait je te suis, tu me fuis. Tout ça, tout le ghosting, je pense qu'il y avait quelque chose mais qui est très années 90, c'est que limite, les mecs effrayants étaient sexy. Les mecs qui font peur, les mecs qui sont intimidants, les mecs qui parlent pas, les mecs ténébreux. Et vraiment, il y avait un truc ça c'est parti. Je veux un mec qui me réponde, je veux pas un mec qui me fasse peur. Ça ne m'excite pas, en fait. Mais il a fallu beaucoup de travail. Et mon copain ne me fait pas peur, mais c'est ça qui m'excite. C'est normal, oui. Et ça paraît pourtant évident, et pourtant ça a été un chemin d'arriver jusque-là. On est tellement, nous les meufs des années 90, on a tellement subi ce truc-là. Enfin, moi je savais, même dans les films aujourd'hui, je crois que je suis plus excitée par le mec qui est pas très sympa. Alors que le mec sympa, purée, en fait c'est avec lui qu'on construit. Alors moi je l'ai trouvé depuis quelques années. C'est vrai. Mais ouais, j'ai fait un bébé, vraiment il est génial, j'hallucine, tu vois. Tu le recommandes ? Je le recommande à toutes tes copines. Non, mais je me dis que si un jour on n'était plus ensemble, la meuf qui passe après moi, elle a grave de chance. Dans le spectacle aussi, à un moment, donc tu parles de lui, et je me suis dit, il prend quand même un peu cher sur son physique, d'accord ? Et là, je me suis dit, est-ce qu'il l'a mal pris ? Non, il l'a pas mal pris. Non, en fait, justement, comme dans le spectacle, je raconte moi les propres attentes que j'avais, à quel point j'attendais d'un homme qui soit fort. Et dans le spectacle, je fais des blagues sur le fait qu'il est faible, entre guillemets. Ouais, tu dis qu'il est très mince. Ouais, je parle de sa minceur, je parle de sa légèreté.
Et je raconte, et le but là-dedans, en fait, c'est que je me fous de ma propre gueule. En fait, je raconte comment moi je suis trigger par ça, et ce que ça raconte de mon rapport à la bouffe, de ce que ça raconte de mon rapport au corps et au poids. Lui, en fait, même si je me moque de lui, je le sauve à plein d'endroits où il s'en sort grandi. On l'aime lui à ce moment-là. On l'aime lui à ce moment-là. On se dit, mais elle est ouf. Tu vois, quand je dis, je fais des blagues sur Anton, il est là, cool, hâte de rencontrer Anton. Enfin bref, là, il faut voir le spectacle. Mais c'est une blague qu'il aime bien parce que, en fait, à la fois on est de son côté et à la fois normalement on s'identifie aussi à moi. Il y a plein de meufs qui m'ont dit qu'elles avaient pu tout à fait ressentir ça. J'ai une meuf qui m'a dit qu'elle avait besoin d'un homme qui ait des bras plus gros que les siens parce que sinon ça la rendait folle, elle se sentait pas assez femme. En fait, il y a beaucoup d'insécurité. Le spectacle, c'est nos insécurités en tant que femme et résultat, comment on les comble dans ce qu'on cherche chez un mec. Et non, lui, il est vraiment très cool, il a très bien pris les blagues, il fait de l'humour aussi et il me laisse libre. Ça, c'est vraiment... et il se venge sur scène tous les soirs. Ouais. Mais il écrit des blagues lui aussi. Sur toi ? Ouais. Il écrit des blagues sur moi qui sont très très marrantes. C'est génial ça, parce que quand vous allez au spectacle de l'un et l'autre, chaque fois vous devez prendre cher des deux côtés. Ça c'est très drôle. Mais j'adore. Moi je trouve que c'est en fait la vanne. Je trouve que c'est aussi, tu vois, pas qui aime bien châtie bien. Cette phrase elle est un peu toxique, mais je trouve que la culture du roast, la culture de la vanne en couple, je trouve que c'est chouette, c'est sain. Oui, puis votre relation est saine, donc quoi qu'il en soit, il y a pas de souci. J'espère. Oui, ouf. Tu parles de ça en disant, en fait, j'ai vécu tellement de relations toxiques que je suis devenue le mec toxique de mon mec. Et donc, c'est là où, effectivement, à force de vivre ça, effectivement, je vois exactement ce que tu veux dire. C'est-à-dire que moi, le premier truc que j'ai dit à mon mec, je pense que ça faisait 3 fois qu'on dormait ensemble, quoi. Et le premier truc que je lui dis, c'est « Oh là là, tu serais tellement mieux avec le nez cassé. » C'est quand même bizarre. Mais parce que c'est des fantasmes de cassette. Adam Driver, Girls, Lena Dunham, bien sûr. Mais oui, on a appris à tomber amoureuse de ce mec froid, méchant, mystérieux, intimidant. Et puis, en fait, je pense qu'on a, nous aussi, eu tellement de mecs qui nous ont fait des remarques étranges sur notre corps. Toi, t'as eu des remarques étranges ? Bien sûr. Comme quoi, à la fois, je devrais être plus mince. Ou j'ai un mec qui m'avait dit qu'il m'épouserait pas parce que j'avais pas suffisamment une tête de salope, parce que j'avais pas la bouche assez pulpeuse. Ça m'avait complexé de ouf. J'avais fait comment est-ce que je peux avoir la bouche plus pulpeuse, apparemment en portant un appareil, mais c'est trop cher. En fait, on a eu plein de commentaires sur ce que kiffent les mecs, le fait d'être comparés, les mecs qui nous comparent à d'autres meufs. Ah bah oui, bien sûr. Je veux dire tout le temps, ou à telle actrice. On a l'habitude, on s'est habitué à la comparaison et ça nous fragilise. Et résultat, souvent au début d'une relation, le réflexe, c'est de renvoyer cette violence sur l'autre, en fait, un peu pour se protéger. Mais oui, donc au début de notre relation, moi je pense que j'étais un peu comme ça j'étais très comme un oiseau, un peu apeuré et blessé, un peu dur, et j'ai mis du temps à refaire confiance et à le laisser prendre l'espace et à voir qu'il était différent, mais c'est pas toujours en fait, je pense qu'il y a beaucoup de meufs qui s'identifient à ça. Je pense qu'il y a beaucoup de meufs qui utilisent cette carte, qui reproduisent ou qui reprennent les codes, en fait. Qu'on nous a inculqués depuis des années. Les codes du patriarcat et parce qu'on sait que s'abandonner parce qu'on n'a plus envie non plus d'être l'infirmière, parce qu'on n'a plus non plus envie d'être trop gentil, parce qu'en fait, on sait pas quand d'un coup on fait preuve de vulnérabilité, les mecs sont elle fait peur, elle s'attache, qu'est-ce qu'elle veut, elle veut sortir avec moi. Ouais. Il y a tellement de choses, de chemins à dévier avant de se sentir à l'aise. Moi, ce qui m'a toujours intéressée, en tout cas dans le spectacle, c'était de creuser les contradictions. Donc, quand je creuse ma toxicité, c'est pas pour dire les meufs sont comme les mecs. Évidemment que non, c'est toujours les mecs qui déconnent. Oui. Mais c'est le fait de dire la posture morale et la posture doigt blanche ne va pas nous aider en tant que meuf. En fait, c'est le travail sur nos zones d'ombre qui va nous permettre d'avancer. Moi, c'était ça aussi mon chemin de féministe. Ça a toujours été les lectures de Virginie Despentes et son discours hyper intéressant sur son chemin en tant que travailleuse du sexe. En fait, tout ça, je me disais, OK, c'est une pensée originale et complexe. Moi, ce que je voulais, c'était, OK, quelles sont nos parts d'ombre ? Quels sont les endroits où nous aussi on reproduit ? Et comme ça, on avance en tant que féministe. Moi, ça m'intéresse beaucoup plus une meuf qui raconte quand elle est jalouse et qu'elle n'y arrive pas qu'une meuf qui dit « soyons toutes dans la sororité ». Bien sûr, soyons toutes dans la sororité. Mais c'est dur. Comment on le met en pratique ? Déjà, en reconnaissant toutes les fois où on est jalouse. Bien sûr. Mais
ça ramène justement à ce sujet je dirais, c'est le sujet de la décennie, c'est le féminisme. Et là, t'en parles dans le spectacle. Tu dis, moi, je suis copine avec des féministes extrêmes, moi aussi. Et je les remercie, mais tous les jours, quoi. Je dis, enfin, je sais très bien que quand il y a une loi qui passe, ou enfin, pour Judith Godrèche et toutes ces meufs-là, enfin, vraiment merci parce que c'est grâce à vous que ça avance aussi. Mais moi, personnellement, je ne sais pas si je le suis tout le temps bien, assez. Est-ce que toi, ça te le fait aussi? Parce que dans le spectacle, tu dis, mais moi, là, c'est le Bien moment... sûr, on n'y arrive pas. Mais je pense aucune femme n'y arrive, en fait. C'est-à-dire que, tu vois, c'était un salon du livre féministe où je vendais mon bouquin, Les mecs que je veux ken, promo. Et j'avais rencontré une activiste féminine qui m'avait dit, mais en fait, la sororité, c'est comme du pilates, c'est genre de la gymnastique. En fait, parfois, on est rouillé. On se réveille le matin et on se dit, j'ai la flemme. Et puis ensuite, on se détend et on travaille et ça vient et on y prend du plaisir. En fait, bien sûr qu'on a envie de s'envoyer l'ascenseur, se rendre des services, se donner du travail, se donner des bons plans, T'as l'impression que ça se passe? Les autres. Oui, j'ai l'impression que ça se passe et j'y crois. Mais pas tous les jours. Et parfois, il y a des ratés. Et parfois, non, on est construite pour être dans la rivalité. Et parfois, en fait, cette confiance ou cette bienveillance n'a pas lieu. Parfois, on est déçu. Parfois, on se dit donc, en fait, on a l'impression d'avoir été généreuse. Et puis, on reçoit en face de l'ingratitude et on se dit, ah zut. Et parfois, ça vient de celles qui sont a priori les plus féministes, en tout cas les plus publiquement. Et on va être à l'inverse étonnés et ravis que des femmes qui ne se revendiquent même pas féministes soient le plus juste généreuses. Soror, ouais. Soror et heureuses. En parallèle de ça, tu parles aussi de l'écologie. Je mêle les deux sujets, même si c'est deux sujets complètement différents, pas opposés du coup, parce que c'est très lié. Et tu dis pareil, mais là j'ai pris l'avion parce que j'avais envie de voyager, parce que j'en avais marre. En fait, ce que je raconte dans le spectacle, c'est juste une fois où, bien sûr, l'idée, c'est de diminuer l'avion, et que ça m'est arrivé une fois de le prendre pour partir en vacances récemment, et d'un coup de le raconter à un dîner et qu'une meuf me dise « ton bilan carbone !» Et voilà. Et donc, en fait, c'est plutôt de dire si jamais on veut diminuer notre empreinte carbone, je pense que c'est pas en se coupant les têtes, en fait. Moi, les choses qui m'ont fait le plus évoluer, c'est les gens qui faisaient preuve de pédagogie. En fait, c'est ça aussi qui fait que aujourd'hui je prends quasi plus l'avion. Tu vois que j'envisage mes vacances différemment. C'est parce que je me dis mais en fait j'ai vraiment capté que dans les océans et en fait c'était les baleines, mais c'était parce que c'était les émissions des avions. Mais si jamais je rencontre quelqu'un qui me dit moi pour la même distance je prends l'avion, je vais pas dire assassin, être juste en mode de tiens mais tu sais que finalement ça c'est le bon plan du train, etc. Et je pense qu'en vrai cette forme de pédagogie on devrait un peu l'avoir sur tout, et le spectacle en fait c'est d'essayer de toujours se méfier des gens qui pensent avoir raison, ceux qui veulent qu'on leur décerne des prix qui croient être des figures morales. Moi, c'est ça qui me fait peur. Ouais. Dans le spectacle, je pense, reconnaissons qu'on a tort, reconnaissons qu'on n'y arrive pas, parlons de nos erreurs, de nos errements, et puis en fait, c'est comme ça qu'on va progresser. Donc, ce spectacle, est-ce que t'as pas peur, du coup, de fâcher des gens ? Oh non. Non, je pense que ce qui est difficile, c'est de parler d'un spectacle au premier degré. Mais le but, normalement, c'est que les blagues, elles fassent rire. Là, c'est sûr, quand je parle de tout ça, on se dit, mais attends, on est de quel côté, tout machin, ou quoi. Mais le spectacle, attention, c'est pas le bouquin de Caroline Fourest. Tu vois, je veux dire, en fait, c'est juste des blagues sur notre quête, notre errance. Oui, je parle aussi de ma judéité, de mes origines. Je parle des juifs de gauche, je parle de l'histoire des juifs français. Ouais, et tu parles du fait que tu es absolument pas croyante, et ce que tu demandes à tes enfants, ils peuvent être trans et tu les aideras à transitionner. En revanche, être croyant, tu veux pas, quoi. C'est une blague, évidemment. Ouais, c'est une blague, mais en effet, c'est un spectacle pour montrer, toujours se révéler. Moi, je suis juive. Je crois pas en Dieu, je suis ashkénaze, et en fait pour nous c'est pas tellement une question de croyance en Dieu, c'est une question de culture, d'appartenance à un peuple, de tradition, d'une gastronomie, de musique. C'est une culture de la France, c'est un rapport à notre pays. Je dis que en fait être juif français c'est lié au fait quasiment au rapport que j'ai eu de séduction et de ghosting avec les mecs, où j'ai été attirée par des mecs qui étaient pas disponibles ou qui me rejetaient. Mais en fait l'amour des juifs de France c'est toujours au final l'amour à quelque chose qui potentiellement peut te rejeter. Je veux dire d'être
ma culture, donc des Juifs d'Espagne qui ont fui l'Inquisition, qui sont montés en Avignon puis en Lorraine. En fait, ils ont été expulsés par Isabelle la catholique et recueillis par le pape. Voilà, là-dedans, c'est comme un date foireux. Enfin, tu te dis, mais tu veux de moi ou pas? Et je pense que ça, il n'y a pas que, d'ailleurs, que les Juifs qui le ressentent. Je pense que c'est même toute une partie des gens issus de l'immigration, en fait. Quelle est notre relation par rapport à ce pays qu'on idolâtre, mais dans lequel il y a 11 millions de personnes qui votent RN? Enfin, en fait, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans le monde et comment, en fait, on supprime... on sort de l'entre-soi pour ouvrir et se parler, en fait. Et je pense que ma culture des Juifs de gauche, des Juifs français, c'est beaucoup une culture de l'assimilation, de la discrétion. Et moi-même, j'étais dans cette logique. Mais en voyant ce qui se passe aussi dans le monde, je me dis, je vais quand même en parler, en fait. Vous allez voir qu'en fait, on n'est pas... Oui, ce serait limite... bizarre, même si t'as tous les droits, c'est ton spectacle, tu vois. Mais ce serait limite bizarre que t'en parles pas. Je trouve que t'en as jamais parlé autant que dans ce spectacle, finalement. Oui, c'est vrai. Ce qui est un peu un risque, honnêtement. Il y a plein d'horreurs dans le monde en ce moment. Mais moi, ce dont je parle, c'est de la France aujourd'hui. En fait, de moi, Rosa, en tant que humoriste, comédienne, juive en France, mon histoire, ma famille. Qu'est-ce qui se passe? D'où je viens? Qu'est-ce que je prends aujourd'hui? En effet, bien sûr que je suis victime énormément... d'antisémitisme. Ah bon? Ouais, vraiment, c'est un truc de ouf. Mais quoi, c'est les réseaux sociaux? Tu reçois des remarques sur ton... Ouais. C'est vrai? Ouais, en fait... Mais j'avoue que je suis dépassée. Je ne le vis pas, tu vois. Bah oui, non, mais c'est tellement énorme. En fait, on n'imagine pas. En fait, pendant un temps... Des gens t'écrivent. Ouais. Des messages. C'est des commentaires, mais en plus, il y en a plein. Bon, après, ça peut être des commentaires sous les vidéos. C'est même des raids sur les vidéos. À un moment, on avait restreint. Maintenant, on a réouvert. En fait, on enregistre, on signale. On a bloqué beaucoup. Mais oui, bien sûr, évidemment, c'est énorme. Et... qui n'ont rien à voir avec le sujet, on est bien d'accord. Non, mais c'est juste que comme j'ai fait une vidéo sur les réseaux sociaux où je parlais, où je disais en fait, les Juifs, on est comme les cyclistes à Paris, c'est-à-dire que tout le monde nous déteste, mais il faut savoir qu'on se déteste aussi entre nous. Ah oui, j'ai pas vu cette vidéo. Et donc j'ai fait cette vidéo sur Instagram et qui m'a valu des torrents de mais des deux côtés derrière. Du coup. De plein de côtés. Voilà, de plein de côtés. Oui, parce qu'il n'y a pas de deux côtés d'ailleurs, c'est stupide. Surtout l'extrême droite, en fait, surtout la fachosphère, et c'est surtout, on va dire que c'est vraiment eux qui sont organisés. Et donc, il faut pouvoir se défendre de ça. Mais après, voilà, moi, j'ai même eu un article sur moi, sur le site d'Alain Soral. Enfin, il y a quand même des choses qui sont très, très graves. Rosa, et t'as porté plainte? Bah, figure-toi que non. En fait, jusqu'à présent, j'avais pas voulu trop en parler parce que je me disais, c'est pas très good vibe, c'est pas très marrant, c'est pas très... Ouais, mais est-ce qu'on est obligé de toujours être good vibe? Peut-être qu'il faut dire les choses. C'est pour ça, ouais, qu'aujourd'hui, tu vois, je me confie à toi là-dessus, c'est parce que je me dis, je pense que je vais... Alors, je vais pas rentrer sur toute... Non, alors, on a dit qu'on n'y allait pas, mais en tout cas, sur moi, sur ce qui se passe en France et aujourd'hui, oui, on vit une période particulière, c'est sûr, en France. Je suis désolée que tu subisses ça, je trouve ça atroce. J'essaye d'en faire des blagues. Dans le spectacle, je termine le spectacle aussi et je vais peut-être rajouter des blagues sur les commentaires antisémites. Il y a quelqu'un qui dit... J'essaye toujours de positiver les haters. Alors, elle est pas drôle, elle est juste belle. Je me dis, merci. Et tu vois, un commentaire certainement pistolné, celle-là, venant de la communauté avec un nom pareil, Burstein. Et je me dis, waouh, ils l'ont bien orthographié. B-U-R-S-Z-E-I-N, Mazel Tov. Voilà. Donc, il faut trouver des blagues. Mais si on est très honnête, les raids, c'est d'une violence immense. Ouais. Et tu en souffres. Oui. Oui, donc ça, c'est important de le dire. Parce qu'on peut rire, mais on peut dire aussi, en tant qu'humoriste, je souffre de cette situation. Le harcèlement, autant... il y a beaucoup d'influenceurs, je sais pas si t'as vu Paola Locatelli, Bilal Hassani, bon lui il est chanteur, qui en ont parlé, mais je trouve que vous les humoristes, vous en subissez énormément et vous en parlez pas du tout. Non, c'est vrai. Parce que vous devez être drôle. C'est ça. Je pense que on essaye beaucoup de se concentrer sur le positif. On n'a pas envie. On se dit toujours mieux vaut faire envie que pitié. Je pense que l'humour, c'est particulier. Il faut aussi être fort parce il y a quasiment une posture de domination d'humoriste sur scène qui, pour faire rire, il y a presque une autorité à avoir. Donc, en effet, il n'y a pas beaucoup... Il y a certaines personnes qui ont parlé quand même du harcèlement sexiste, voilà, d'être une femme, de parler de sexualité, de faire des blagues, bien sûr. Ça aussi, tu t'es reçu des sauts de... Ouais, bien sûr. Oui. Caca. Oui. Ouais, clairement.
Non, bien sûr, plein. Oui, oui, évidemment, c'était énorme. D'oser parler de sexualité. Moi, au début, quand je t'ai vu débarquer, moi, j'avais fait de la radio et tout ça, j'avais un peu parlé, mais on nommait jamais les choses, d'accord? Donc, c'était pire parce qu'en fait, on susurrait des trucs. Moi, je trouvais ça un peu glauque. Mais il fallait pas dire parce que c'est la radio et qu'on pouvait se faire tamponner l'émission. Mais toi, quand t'es arrivée et que tu disais le mot vulve et tout ça, je me disais, mais waouh, mais qui est ce boulet de canon? Mais t'as reçu Ouais, bien sûr. Oui, évidemment, j'en ai Mais ça t'a aussi démarqué. D'oser parler de ça à ce moment-là dans l'humour. Oui, bien sûr. En fait, je regrette absolument pas d'avoir dit les mots. Je regrette absolument pas d'avoir fait des blagues où je parlais du cuni et où pourtant on me disait c'est un gros mot. Je demande non, je vous assure, c'en est pas un. En fait, l'idée à travers ces blagues, c'est de sortir d'une image qui a été longtemps véhiculée dans l'humour, qui est que les meufs, on n'a pas de désir, pas de libido, on prétend qu'on a nos ragnagnas ou une migraine quand Dédé veut y retourner. Longtemps, il y a eu ce cliché-là, en fait, que la femme, que c'était ça, les bonnes blagues. Les bonnes blagues, c'était le mec qui veut y aller et la meuf qui a pas envie d'y retourner, de passer à la casserole. Mais en fait, je pense que voilà, la modernité, c'était de dire, bah non, nous, on a de la libido, du désir. Mais autant qu'un homme, d'ailleurs. Et c'est ça, et voilà, et donc en fait, voilà, les blagues sur le cuni, c'est comment s'exprime notre désir, et pour pas être dans j'en ai marre, j'ai pas envie, voilà, de pas être dans une histoire des blagues par rapport à la sexualité féminine. Comment le prisme change, comment est-ce qu'on reprend le pouvoir là-dessus, notre narratif, quoi. Donc c'est pour ça, dans cet angle, je dis ok, et surtout, en fait, je fais des blagues sur le cuni pour parler aussi de la longueur nécessaire, en fait, du temps dont on a besoin. Et oui, parce qu'en fait, il y a beaucoup ce truc autour des hommes qui pensent « Ah, bah, de toute façon, elle aime pas ça. » Non. Juste, faut prendre le temps. Oui, ou que tu ne sais pas faire. Oui, voilà, ou accepte d'être formé. Voilà. En fait, il faut continuer à faire... à en parler. Faut persévérer. Persévérer. Que les femmes n'aient pas honte, qu'elles se sentent à l'aise. Je pense que les meufs sont extrêmement complexées. Donc, résultat, voilà, c'est aussi le but de ces blagues, de sortir de nos... Il y a plein de meufs qui n'osent pas aussi demander à un mec d'un cuni, ou voilà, qui ont honte, mais qui, elles, sont prêtes à donner. Et je pense que au plus on fait des blagues, plus ça met sur un terrain d'égalité, et plus on se sent légitime, voilà, d'accéder au plaisir de manière égale. Et pour toi, c'est quoi les sujets encore autour de la sexualité où vraiment on n'a pas assez avancé? Où c'est, tu vois... Je pense qu'il y a toujours, de toute manière, un vrai sujet autour du fait qu'il y a un gap orgasmique entre le nombre d'orgasmes qu'ont les hommes et ceux des femmes. C'est-à-dire qu'en fait, le fait que nous, il faille sortir de la norme pénétrative, que ce soit quelque chose qui se passe un peu encore en dehors, le fait qu'il y a beaucoup de choses autour de notre plaisir, il faut sortir encore une fois de l'imagerie de la sacro-sainte bite qui doit fournir tout. Voilà, c'est ça, et je pense qu'on ne le dira jamais assez. Je pense qu'encore, on vient d'une culture où on a tellement voulu opposer les femmes vaginales et clitoridiennes alors que ça n'existe pas, de répéter que tout plaisir est clitoridien, voilà, de sortir de ça et de continuer à faire des blagues là-dessus. Ça sera nécessaire pour pas que les meufs qui n'ont pas d'orgasme se sentent complexées. Je pense qu'il y a aussi, en fait, s'imaginer que l'excitation féminine, elle demande aussi de la préparation, il y a plein de choses encore pour sortir de l'image qu'on voit dans un film où d'un coup ils se jettent l'un sur l'autre, la meuf est super excitée, il la pénètre d'un coup. Non, ce qui peut se passer aussi, c'est que ils sont tous les deux excités, mais en fait, il s'est absolument pas occupé d'elle. Il essaye de rentrer, elle mouille pas assez. Donc, qu'est-ce que tu vas faire, mec? Tu vas lui faire un putain de cuni. Oui. Non, mais tu vois, ou alors vous allez utiliser la base. Et ça, je pense que j'attends les films qui montrent ça, les blagues qui montrent ça. Il y a encore beaucoup de spectacles pour Rosa. Ouais, vraiment, on a de la matière sur les prochaines années, c'est sûr. Je me posais une question. Tes parents, ta famille viennent à tes spectacles? Ouais. Et t'es comment, là, à ce moment-là? Parce que... Mes parents, ça va. Mes amis, en fait, j'avoue que mes parents sont vraiment des 68ards. Tu vois, ma mère était MLF, hyper féministe, planning familial, act up. Donc, elle est pas très coincée là-dessus. J'ai un peu plus peur de ma belle famille. Mon beau-père, c'est un peu plus délicat. Voilà. Là, oui. J'avais pas pensé à ça. Il est beaucoup plus pudique. Voilà, c'est notre culture. Ça le choque. Ma belle famille,
c'est beaucoup plus délicat. Eux, ils sont un peu plus, pas coincés, mais pudiques, disons. Et je le rappelle, t'as un podcast qui s'appelle Les mecs que je veux ken, où à la base, quand même, tu l'as créé pour inviter vraiment les mecs que tu voulais ken. La première saison. Parce que t'as dit tout le monde a son podcast. Bon, c'est nul, mais moi, il va me servir à quelque chose, ce podcast. Donc, allez écouter, c'est génial. Bon, finalement, t'as invité aussi des meufs, potentiellement que tu voulais ken, je ne sais pas, Rosa, mais en tout cas, voilà. Et je voulais dire que dans ce podcast, tu as parlé d'un autre sujet qui est la perte d'un enfant. Donc, tu as fait une fausse couche à 2 mois, si je ne dis pas de bêtises, 3 mois. C'était quasiment à 3 mois de grossesse, ouais, c'était voilà. à 2 mois et demi, 3 mois. Enfin, oui. Et bon, moi, j'invite les gens à aller l'écouter parce que l'idée quand même du podcast, et c'est ça qui est génial, je trouve, et qui change de la radio ou du média court, quoi, c'est qu'on explore les sujets en profondeur. En l'occurrence, je vais pas revenir 1000 ans dessus, mais est-ce que toi, c'est un sujet qui revient? Tu veux avoir un enfant? Ouais, écoute, on essaie. Je pense, voilà, si j'en ai parlé dans le podcast, c'est parce que je trouvais que c'était encore trop tabou, trop tu, et que quand ça m'est arrivé, j'avais l'impression d'être seule au monde, et que c'est en parlant et que je me suis rendu compte que voilà, que ça arrivait à beaucoup de femmes. C'est aussi pour ça que j'en parle dans le spectacle. T'as pas été par le côté hospitalier et tout ça, tu t'es sentie soutenue ou pas trop? Si, c'est juste j'aurais aimé plus d'informations encore. J'aurais voulu que ce soit plus dans l'air, En fait, on parle beaucoup des images avec lesquelles on a grandi. Moi, j'avais l'idée de la fausse couche, que c'était genre une femme dans un film d'Hitchcock qu'on pousse du haut des escaliers, qui tombe à la renverse et puis qui fait une fausse couche dans une marée de sang. J'avais pas du tout l'idée que c'était à ce point en fait juste fréquent et naturel en fait quelque part, que ça pouvait faire partie en fait du chemin et donc en fait c'est vraiment quand ça m'est arrivé, je me suis sentie complètement démunie et puis en fait j'ai découvert que c'était récent, qu'on pouvait avoir une journée d'arrêt de travail sans carence après avoir fait une aspiration ou une prise de médicaments. C'est-à-dire que même dans les remboursements, même dans la façon dont c'est pris en charge par la santé, jusqu'à présent, les médecins disaient ils trouvaient un autre prétexte et puis la meuf allait... Ou alors, les femmes retournaient au boulot après parfois des interventions hyper lourdes. Et donc voilà, je trouve qu'il y a tout un terrain de la santé qui est hyper important à investir, de la santé des femmes. Et voilà, ça c'est d'autres sujets. C'est le sujet de l'endométriose. Voilà, il y a plein de choses pour que les femmes... aille mieux. Moi, j'ai aussi beaucoup parlé de la congélation d'ovocytes. J'en ai parlé dans mon podcast. Il y a aussi quelques blagues dans le spectacle, mais vraiment... Oui, j'allais y venir. Ouais. Justement, ça c'est fait, la congélation d'ovocytes. Ça, c'est fait. Ouais. Et justement, ça, je trouve que c'est hyper important. Enfin, moi, par exemple, j'avais l'impression que je savais. Bah, je ne savais rien. Grâce à toi, je sais mieux. Je l'ai pas fait, mais tu vois, c'est un sujet tellement pareil. C'est tellement important de savoir où on va et ce qu'on va faire. Et on sait pas du tout, justement. Bah carrément, il faut plus d'informations et voilà, ça c'est été. Je pense qu'il faut toujours parler en tant que personne concernée. Voilà, moi si j'ai pu m'exprimer, si je peux parler à la fois de mon histoire familiale, de mes origines, donc je parle aussi de mon parcours et de mes expériences et de mes expériences de la congélation d'ovocytes, voilà, jusqu'à l'expérience de la fausse couche. À chaque fois, je me dis si j'en parle, peut-être que ça tombera dans une oreille et que ça fera du bien, que ça aidera sur vraiment la congélation d'ovocytes. Vraiment, j'incite toutes les meufs à le faire parce que je trouve que c'est une putain de libération et que ça change les parcours amoureux, professionnels, d'émancipation. C'est un droit sur nos corps, tout comme l'a été le droit à l'avortement, le droit à la contraception. En fait, on doit avoir cette possibilité et si on les utilise pas, de pouvoir en faire don. Je pense qu'il y a vraiment un besoin aussi de don d'ovocytes et qu'une manière de sensibiliser les femmes à en faire don, c'est peut-être de les avoir congelés précédemment. Je pense qu'on est vraiment à l'aube encore d'une révolution comme ça, mais comme tu le dis, c'est le sujet du siècle et nos corps, voilà, c'est notre arme de combat, c'est notre véhicule de vie en fait et il faut qu'on le préserve, qu'on le protège et on est hyper forte, hyper résiliente et on est capable de beaucoup supporter, de beaucoup souffrir et de continuer quand même à mener de front nos vies et nos carrières, mais je pense qu'il faut qu'on sorte du mystère pour que vraiment ce soit su. Qu'est-ce que tu veux dire par sortir du mystère ? Parce qu'avant, les fausses couches, typiquement, on n'en parlait pas. Ouais. C'était vraiment, c'était une petite sortie de route, et puis on recommençait. Mais parfois, les femmes n'en parlaient même pas, l'intéressaient même. Ça se passait. Et donc, en fait, je pense qu'il n'y a pas de raison
pour souffrir en silence. Bien sûr. Il n'y a pas de raison pour avoir honte. Et je pense que la congélation d'ovocytes, voilà, quand je dis sortir du mystère, c'est donner accès à l'information. En plus de rendre ça possible, je sais que au départ, quand il y a eu la possibilité d'avorter, même quand c'était possible légalement, en fait, il n'y avait pas encore suffisamment d'informations à ce sujet. Donc les femmes ne savaient pas leurs droits, les possibilités, où, comment. Et donc voilà, je pense que ça, il faut que ce soit rendu mainstream. Et ce sont nos combats ici en France aujourd'hui. Et c'est un combat plus politique de manière générale sur l'accès à la santé et sur le fait de lutter pour garder une santé publique, de lutter, de faire attention, de se méfier de tout ce qui pourrait aller vers la privatisation de la santé, de donner toujours plus de moyens. Et puis aussi de faire attention au remboursement, à tout ça. En fait, ces épreuves, je crois que l'épisode du podcast, je crois l'avoir appelé une épreuve, en fait, ça nous a aussi rendu, s'il faut positiver, encore plus fort et amoureux à chaque fois sur notre parcours de jeune couple qu'on rencontre une difficulté, et ça nous fait grandir ensemble. Et ensuite, au-delà de l'attirance physique, qui est le premier truc, en fait, dans un jeune couple, on se rend compte de l'admiration qu'on a pour l'autre dans les situations critiques, en fait, humainement, à savoir gérer et encaisser la souffrance ou la déception. Et c'est important ce que tu dis, parce qu'il y a des couples que ça brise, ce genre d'expérience. Vous, ça vous a consolidé, donc ça, c'est ouf. Mais par contre, c'est un jeune couple, mais maintenant, ça fait un petit moment que vous êtes ensemble. Ouais, bientôt 1 an et demi, ouais. Alors, attends. Bientôt 2 ans. C'est quoi les trucs relous du quotidien ? Ah il y en a plein. Ouais. Et dans le spectacle, je parle aussi du fait de... Je me fous beaucoup de la gueule de la lenteur de mon mec. Ah oui, c'est hilarant. Mais on va pas spoil, parce que les gens, il faut qu'ils viennent au spectacle pour ce moment qui est incroyable, vraiment. En fait, tu le décrivais, je voyais les scènes et j'étais un peu chez moi aussi. Et les autres trucs du quotidien, alors ? Les autres trucs du quotidien, c'est la charge mentale, en fait. C'est que, aussi génial soit-il, il y a un gros souci de charge mentale. C'est qu'en fait, on est, nous, habitués à être au four et au moulin, vraiment partout, quoi. Et on a cette capacité de multitask. Et de même, je sais plus, hier, on était dans le train, on rentrait de tournée. Mon mec me faisait un câlin et il disait « Mais attends, t'arrives à faire un câlin et à lire le texte de la documentation pour ta chronique ?» Je suis en mode « Bah oui. » Il dit « Moi, si je te fais un câlin, je te fais un câlin. » Je suis en mode « Moi, j'ai pas le temps de faire juste un câlin. » En fait, tu vois, on n'a pas les mêmes privilèges, en fait. Et le fait qu'on vienne au monde avec cette inégalité fait que nous, on compense en étant des putains de bosseuses, de warriors. Et c'est vrai que eux, c'est chaque chose en son temps. Et voilà, et mon copain... Au départ, il y a eu un gros sujet sur les courses, par exemple, qu'il savait pas faire seul, quoi. Quoi ? Je te jure. Genre, il revenait avec des pommes potes. Je disais, mais déjà, on n'en mange pas. Enfin, là, il y a plus de plastique que de compote, en fait. T'es conscient que puis on n'a pas qu'à... Enfin, c'est pas un goûter. Je veux dire, c'est-à-dire dans les courses générales de la semaine. Et donc, et aussi génial soit-il, il venait de loin et pourtant, il avait vécu en coloc, il avait des potes, mais ça devait être elle qui gérait. Et à la fois, en fait, elles étaient géniales, ses colocs et ses potes, parce qu'elle lui faisait écouter les couilles sur la table, mais c'est quand même elle qui gérait les courses. Et donc, tu vois, je suis en mode, au départ, je lui ai fait des listes et maintenant, solo, il arrive de plus en plus à prendre des initiatives. Oh, j'ai acheté du poulet, super, ça va nous servir. Là, si vous arrivez à ce moment-là, Rosa parle de son mec. Pas de... Ouais. Oui, et est-ce qu'il te fait remarquer quand il a fait quelque chose ? Parce que moi, vraiment, il y a un truc là. Et là, ça y est, il l'a arrêté parce que je suis devenue folle. Ouais. Donc, moi, j'ai un problème, c'est que je dis pas au fur et à mesure. Je pète un câble au bout d'un moment. Bien sûr. Ce qui est pas la bonne technique avec nos mecs, pardon. Et du coup, il vient et il me dit, là, j'ai étendu le linge. Et j'étais là, attends. Non, arrête-toi, assieds-toi. Attends, je vais acheter une médaille, je reviens, je te la décerne. C'est ouf de faire remarquer. Mon père, il faisait beaucoup ça avec ma mère. Il disait Dominique, j'ai acheté les tomates. Et il fallait mettre ça par rapport à toute la liste des trucs qu'elle faisait. Écoute, c'est un sujet de est-ce qu'on fait une liste de ce que chacun fait pour pouvoir justement le comparer. Moi, je lui ai proposé là. Ouais. Je lui ai proposé parce qu'il m'a dit, je crois que tu te rends pas compte. J'étais là. Mais voilà, le quotidien. Mais pareil, on avance sur ça parce que moi, j'ai l'impression qu'aussi, il s'instruit sur ces sujets-là et après, il a des moments de réalisation, quoi. Oui. En fait, il faut leur expliquer la charge mentale. C'est pas juste de faire, c'est leur montrer que c'est d'y avoir pensé. Ouais. Par exemple, il y avait tout un sujet sur le fait que mon mec ne fermait pas les volets, ne fermait pas le store, chez nous, le Velux. C'était moi qui le faisais, sauf que le Velux dans la chambre, il est assez haut. Et donc, je lui demandais, peux-tu descendre le Velux ? Et je lui disais, à un moment, j'aimerais avoir à ne plus te le demander et que toi-même, tu aies le réflexe. Il me dit,
Mais si tu me le demandes et que je le fais, il est où le problème? Je me dis, non, ouais. parce que la charge mentale, c'est que c'est moi qui y ai pensé avant toi. Sauf que on va dormir tous les deux dans cette chambre. On est tous les deux dérangés par la lumière le matin. Donc viens, on y pense en amont. Et voilà. Et donc ça, il a compris. Et donc maintenant, de temps en temps, il descend de lui-même sans que je lui ai rappelé. Mais en fait, il a commencé à le faire quand j'ai arrêté de lui rappeler et que j'ai pris le risque qu'on soit réveillé par la lumière le matin. Enfin, c'est genre vraiment du comportementalisme. Ouais, il faut, du comportementalisme. Non, mais je te jure, quoi, c'est de thérapie de. Ouais, mais justement, quotidien. pour en venir au comportement justement animal, t'as un chat que t'aimes à la folie, non, Rosa? Ouais, follement. Et c'est comment ça se passe là? Il y a pas de jalousie? Si, beaucoup. Parce que ton chat, t'as été un peu en couple avec. Alors, ouais, totalement. Pour tous les gens qui nous écoutent, c'est une métaphore. Pas tellement. Non, vraiment, mon chat, c'était mon bébé / mari. Très bizarre cette phrase, mais vraiment, s'il y a eu beaucoup de jalousie entre Minou et Mickaël. On en a même écrit des blagues. Parfois, quand Mickaël m'accompagne en tournée, on les fait à la fin du spectacle. Il vient sur scène et on raconte la relation tous les trois avec le chat. J'adore. Et non, en plus, mon copain est allergique au chat. Mais donc, non, c'est hilarant. Donc, il est retourné chez l'allergologue, il fait tout un suivi, il prend des médicaments, mais Minou peut plus dormir dans la chambre. Non, mais c'est compliqué. Ouais, c'est épineux, là, comme c'est sujet. épineux, mais maintenant, il s'apprécie. Écoute, on a trouvé un terrain d'entente. Mais c'est vrai que résultat, je passe beaucoup de temps dans le salon, sur le fauteuil, à faire des grands câlins d'amour avec Minou pour le réconforter de plus dormir avec lui. Et il me manque, hein. Bah... mais c'est une rupture de plus dormir ensemble. Non, mais c'est horrible de plus dormir avec Minou. C'est le sacrifice que je fais pour Mickaël parce qu'il peut pas venir dans la chambre, mais quand Mickaël, je sais, mon copain... Après, Mickaël prend un traitement. Mickaël prend un traitement, mais même il supporte pas. J'adore quand tout d'un coup il a des semaines où il est pas là, il est en résidence de théâtre, je sais pas où, et c'est ma semaine où je dors avec Minou. Et c'est ton amant, en fait. On dort museau contre narine, main dans la patte, c'est la fusion amoureuse totale. C'est mon amant, en fait. Maintenant, c'est une espèce de passion secrète, toujours aussi enflammée. Mais bien sûr. Je l'aime tellement. Parce qu'il est tellement beau, tellement mignon. Il est gentil. Il fait pas de pipi partout? Non, pas du tout. Donc, parce que là, on est parti dans les chattes. Qui est un sujet. Les chats. T'as vraiment traité tous les aspects les plus importants de ma vie, clairement. Ouais, t'as vu, je suis allée à fond. Donc, on te retrouve sur Inter le mardi. Zoom Zen. J'arrive pas à me dire. On te retrouve bientôt en spectacle. Alors, attends, les dates. C'est du 5 au 29 mars au Théâtre de l'Œuvre, du mercredi au samedi à 19h et partout en tournée. Je vous montre là, pour ceux qui voient la vidéo, 5 au 29 mars, effectivement. Et à partir de 14 ans, c'est important de le dire. Oui, moins de 14 ans, c'est trop petit. Oui, c'est... soit tu comprends pas, soit t'es traumatisé. Voilà, c'est ça. Venez entre couples, entre bandes de potes ou solo, soirée... célibataire, j'essaie de me dire, est-ce que je réfléchis à comment faire en sorte que des célibataires puissent se rencontrer à mon spectacle. Ah, ça, j'adore. J'ai réfléchi. Je sais pas comment le mettre en place. Parce que les autres spectacles, ils avaient des sujets plus, disons, précis. Là, t'explores plein de sujets, mais toujours avec la patte Rosa qui fait tout, ce rire incroyable qui arrive en fin de phrase. Moi, j'adore. Aussi, voilà, ce que je veux dire aux gens et qui est génial, et pour ceux qui t'ont jamais vu, c'est que tu interagis beaucoup avec le public. Et moi, ça, je trouve ça trop, trop cool. Et si, très important, il faut aller te suivre sur tes réseaux sociaux. Donc, Rosa Bernstein partout. T'es aussi sur TikTok, parce que tu m'as dit que tu vas pas trop. Sur TikTok. Ah oui, tu mets les mêmes contenus. Ouais. Donc, il faut aller te suivre partout. Voilà, comme ça, on est sûr d'être au courant. Merci Rosa, c'était trop bien, Pauline. Trop instructif, trop rigolo, mais aussi trop sérieux. On a parlé de sujets. Mais non, mais moi je suis contente qu'on ait parlé de sujets sérieux. T'es brillante, t'es aussi actrice. Ah, le cinéma. Le cinéma, il y a le film Les Boules de Noël qui est sorti au cinéma avec Kad Merad et Valérie Bonneton. Oui, c'est important de le dire, voilà. Et je crois au printemps, il y a une série qui va sortir sur Arte qui s'appelle Au fond du trou, qui est très très rigolote. Merci Rosa, c'était trop 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 cool. Merci beaucoup, je pense que les gens sont trop heureux que tu sois là. Bisous. Bisous. Si cet épisode de Donne-moi tout vous a plu, laissez un pouce bleu, abonnez-vous et partagez. J'en ai vraiment besoin pour continuer à créer du contenu pour vous. Et surtout, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, parce qu'ici on veut bien tout donner, mais on veut aussi recevoir votre avis.